ville de Séville, en Espagne, abrite depuis ce matin la 4e conférence internationale sur le financement du développement. Le Premier ministre représente le président de la transition à ce rendez-vous qui s'étend jusqu'au 3 juillet prochain. Le général de division Abdoulaye Maïga, dans son adresse, a plaidé pour des réformes des institutions financières internationales. Mamari Kone Alou Touré, nous ferons le point des travaux dans ce journal. Ici, à Bamako, suite de la session d'avril 2025 du Conseil national de transition, le projet de loi portant création de l'Office national des anciens combattants, militaires et retraités et victimes de guerre du Mali et celui portant statut des commissaires de justice adopté. Le compte-rendu de plénière, ça sera avec Aousseini Touré. En exclusivité pour vous dans ce journal, une opération à cœur ouvert à l'hôpital Mère-Enfant Luxembourg. L'expertise est 100% malienne, pas de miracle, un savoir-faire de nos médecins qui sont en train de sauver des vies. Mais ça ne suffit pas, c'est plus de 600 000 enfants qui sont en attente d'une opération pour des malformations au niveau du cœur, comme pour dire qu'il y a urgence. Chacun peut faire quelque chose et comment, c'est ce que nous saurons avec Awa Adama Koulibaly. Santé, toujours focus sur les causes et les complications des grossesses multiples. Koumba Sissé se penche ce soir sur la grossesse gémellaire. Nous sommes lundi 30 juin. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre. Le Mali présent à la 4e conférence internationale sur le financement du développement. Les travaux s'y sont ouverts ce lundi à Séville, en Espagne. Le Premier ministre représente le président de la transition à ce rendez-vous qui s'étend jusqu'au 3 juillet prochain. Les défis liés à la finance mondiale et aux objectifs de développement durable à l'horizon 2030 sur la table de la conférence. Le roi d'Espagne était à la cérémonie d'ouverture. Le récit de Mamari Kone et Aliou Touré. Une photo des familles des chefs d'État et de gouvernement et des poignées de main pour immortaliser cet instant. Après Monterrey en 2002, Doha en 2008 et Addis Abeba en 2015, c'est Séville qui accueille cette année la 4e conférence internationale sur le financement du développement. 5 ans avant l'échéance de 2030 pour le développement durable, la 4e conférence constitue une opportunité importante pour procéder aux ajustements nécessaires en vue d'accéder aux objectifs pour un développement durable. Et c'est le roi d'Espagne qui ouvre la série d'interventions à la cérémonie d'ouverture de la conférence. Pour lui, le rendez-vous de Séville doit donner un coup de fouet à l'effort collectif et poser un nouveau jalon dans le développement. Quant au président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, il a rappelé le rôle historique joué par la ville de Séville dans la diplomatie. Cette 4e conférence est pour lui l'occasion de rectifier les tirs en vue de favoriser un développement équilibré à travers 3 objectifs, à savoir la transformation de la parole en actes, affronter les défis en ne laissant personne de côté et enfin maintenir la confiance pour un multilatéralisme inclusif. Bref, éclairer l'avenir du monde avec la lumière de la ville de Séville. Après avoir noté les progrès réalisés, le secrétaire général de l'ONU reconnaît tout de même que le développement et son moteur sont en panne. Pour lui, il faut 4 000 milliards de dollars par an pour booster le développement. En réduisant également le coût du capitaux grâce à des échanges de dettes et un appui à la gestion de la dette. Il y a également des possibilités d'interruption des services de la dette en temps d'urgence. Troisièmement, nous devons renforcer la participation des pays en développement aux institutions de l'architecture financière internationale. Nous devons compter sur un système fiscal plus juste, façonné par tous et non pas par une poignée de privilégiés. Cette conférence n'est pas une affaire de charité. Il s'agit de rétablir la justice et de permettre à chacun de vivre dans la dignité. Cette conférence n'est pas une affaire d'argent. Il s'agit d'investir dans l'avenir que nous voulons construire ensemble. Merci à toutes et à tous de participer à cet effort essentiel et ambitieux. Le président de l'Assemblée générale des Nations Unies, Philomène Yang, estime qu'il ne faut pas revoir à la baisse les ambitions. Selon lui, la réforme de l'architecture de la finance internationale offre des options même si le déficit de financement est immense. D'autres partenaires comme la Banque mondiale, le FMI et l'OMC ont exprimé leur soutien à la conférence. À Séville, le Premier ministre, chef du gouvernement représentant du président de la transition à cette conférence, s'adressera à la communauté internationale. Quant aux membres du gouvernement présents et aux cadres, ils prendront part à des tables rondes.
Et justement, le Premier ministre s'est déjà adressé à la communauté internationale. Le chef du gouvernement a plaidé pour des réformes des institutions financières internationales. Le général de division Abdoulaye Maïga appelle également la communauté internationale à plus de solidarité pour déconnecter le terrorisme de ses sponsors. Retrouvons Mamari Kone et Aliou Touré. Monsieur le Président de la conférence, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, distingués participants, Mesdames et Messieurs, prenant la parole au nom de la Confédération des États du Sahel, AES, il me plaît, à l'entame de mon propos, de vous transmettre les chaleureuses salutations de leurs Excellences le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, président de la Confédération AES, et le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger, chef de l'État et des peuples du Sahel, profondément attachés aux idéaux de la coopération au développement. Monsieur le Président, les pays du Sahel font face depuis une décennie à un terrorisme qui leur a été imposé, caractérisé par une implication avérée de sponsors étatiques étrangers. Notre engagement envers nos populations est ferme, faire de la Confédération AES une puissance régionale panafricaniste, améliorer leurs conditions de vie en mettant fin à leurs tortures et à leurs souffrances. Ainsi, sous le leadership de nos chefs d'État, les forces de défense et de sécurité de nos trois pays combattent courageusement et sans relâche ces forces criminelles et obscurantistes et nous sommes certains de triompher. Cependant, dans l'immédiat, nos efforts de sécurisation mobilisent nos budgets nationaux. En effet, une grande partie de nos ressources est consacrée à la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. Cette logique s'impose toute seule au regard de la manifestation du terrorisme qui entrave l'atteinte des objectifs de développement durable et surtout de la nécessité d'assurer l'existence de nos États. Sous le leadership des pères fondateurs de l'AES, soucieux de promouvoir un développement endogène et souverain, plusieurs actions ont été entreprises, notamment la création d'une banque confédérale d'investissement et de développement avec une dotation initiale de 500 milliards de francs CFA, soit environ 1 milliard de dollars. En vue de parvenir à un financement efficace, la Confédération AES, d'une part, préconise des investissements qui tiennent compte des priorités nationales et dans le respect de la souveraineté des États. D'autre part, est favorable à une coopération internationale, notamment sud-sud, dans les domaines de la technologie, de l'innovation, de la science, de la transformation agricole, de l'industrialisation, de la transition énergétique, etc. Enfin, la Confédération des États du Sahel plaide également pour des réformes plus hardies des institutions financières internationales et appelle la communauté internationale à faire preuve de plus de solidarité pour déconnecter le terrorisme de ses sponsors. Pour terminer, je voudrais au nom de la Confédération AES insister sur le fait que dans un monde de plus en plus tumultueux et dominé par des menaces multiformes à la paix et à la sécurité internationale, le financement du développement nécessitera un changement de paradigme en intégrant la dimension sécuritaire dans nos programmes de développement, étant entendu qu'il doit reposer sur des préalables. La promotion de la paix et de la sécurité internationale dans le respect des souverainetés nationales et en considération des aspirations profondes de nos populations. Je vous remercie de votre très aimable attention. Voilà, c'était là le discours à la tribune de la conférence du Premier ministre chef du gouvernement. Et je vous rappelle que la conférence dure jusqu'au 3 juillet. Retour au Mali, où les membres du Conseil national de transition poursuivent leur session d'avril 2025 au cours de la plénière de ce lundi. 2 projets de loi adoptés et 1 rejeté. Il s'agit du projet de loi portant création de l'Office national des anciens combattants, militaires et retraités victimes de guerre du Mali et celui portant statut des commissaires de justice. Aoulusseïne Touré pour les détails. Le projet de loi portant création de l'Office national des anciens combattants militaires retraités et victimes de guerre du Mali a été initié par le ministère de la Défense et des anciens combattants. Après discussion, les membres du CNT l'ont finalement adopté par 119 voix
0 contre, 0 abstention. L'Office national des anciens combattants sert de phase transitoire pour les militaires entre la vie militaire et la vie civile. C'est d'un premier point. Et de deux, ça concerne les anciens combattants qui ont été, c'est-à-dire les militaires qui ont été sur les théâtres de guerre. Mais actuellement, cette loi a été révisée surtout pour prendre en compte les militaires des forces de sécurité. C'est-à-dire qu'après la militarisation de la police et de la protection civile, il en va de soi qu'il fallait une harmonisation pour que ceci aussi puisse être pris en compte par l'Office national des anciens combattants. Donc l'Office national des anciens combattants présente, c'est comme une clinique juridique qui prend en charge les intérêts des anciens combattants et des victimes de guerre. Surtout leur préparation à la vie civile, leur suivi et encore les mettre à la disposition des forces de défense dans nos écoles militaires. Ils peuvent toujours échanger leur expérience avec les apprenants. Le second projet de loi relatif au statut des commissaires de justice vise à regrouper toutes les autres professions, à savoir commissaires, priseurs, huissiers de justice, sous l'unique appellation de commissaire de justice. Les autres acteurs de la justice appellent l'intervention de cette loi de tous leurs vœux, parce que la pratique du statut en vigueur a montré ses limites. Et cette loi a l'avantage de prendre en charge, d'innover sur bien des points. Et le premier point, c'est l'appellation. L'appellation huissier commissaire de justice, vous le voyez vous-même, est difficile pour moi-même qui suis de la famille, a fortiori pour le commun des citoyens. C'est pourquoi nous avons pensé qu'il fallait simplifier en les appelant simplement les commissaires de justice, comme c'est dans certains pays voisins, comme c'est dans beaucoup d'autres pays de même expression juridique que nous. Ça, c'est la première innovation. La seconde, c'est que les différentes réformes intervenues au sein de la profession n'ont pas toujours tenu compte des réalités ou de l'évolution des droits. Depuis belle lurette, la majorité civile en République du Mali est fixée à 18 ans. Mais on a continué à dire non, le recrutement se fait à 21 ans. Cette marche des citoyens entre 18 et 21 ans était lésée. Donc, il fallait que la loi prenne cette correction en charge. Le projet de loi portant création de l'Institut national de santé publique a été initié par Aboubakar Sidiki Famba, membre du CNT. Il n'a pas reçu l'assentiment de la majorité des membres, seulement 47 membres l'ont voté contre 25 et 47 abstentions, d'où son retrait pur et simple. Allez, prenez le rendez-vous. C'est le 10 décembre 2025 qui va se tenir à Bamako, la 29e édition de l'espace d'interpellation démocratique. Exercice de redevabilité par excellence. Les idées s'adressent à tous les citoyens qui s'estiment lésés dans leurs droits par les pouvoirs publics. 6 mois sont accordés aux personnes ayant des griefs jugés attentatoires à leurs droits. En prélude au lancement des activités de la 29e édition, Madame le médiateur de la République rappelle l'origine de l'idée et c'est au micro de Aoulusseini Touré pour la synthèse. La campagne de la 29e édition de l'espace d'interpellation démocratique s'ouvre le 1er juillet 2025 et se refermera le 30 septembre 2025. Pendant 6 mois, les personnes physiques ou morales peuvent saisir le bureau du médiateur directement au siège à Bamako ou dans ses démembrements dans les régions. Institué par le décret numéro 96 159 PRM du 31 mai 1996 modifié, l'EID a pour objet d'informer les opinions publiques nationales et internationales sur l'état des droits de l'homme en République du Mali, de contribuer de manière active et pédagogique à la réalisation d'une culture démocratique nationale et d'impulser de façon significative
la politique de promotion et de protection des droits et libertés des citoyens. À titre de rappel, l'organisation de ce forum relevait du ministère de la Justice jusqu'en 2011, avant son transfert au médiateur de la République en 2012, afin de garantir la neutralité et l'impartialité indispensables à sa crédibilité. L'EID, dont le rôle consiste à informer les citoyens sur la situation des droits de l'homme en République du Mali, est institué par décret depuis 1996. Il a cependant connu quelques changements. Ce forum annuel vise par ailleurs à créer un espace public de dialogue direct entre gouvernants et gouvernés, renforcer de façon pédagogique l'ancrage de la culture démocratique et la transparence dans la gestion des affaires publiques, mettre en exergue le respect des droits de l'homme par les plus hautes autorités, conformément aux traités et conventions internationaux ratifiés par le Mali en la matière. Préserver et promouvoir la dignité et les droits fondamentaux de l'individu, garantir la justice sociale, encourager le développement économique et social de la communauté à travers le civisme et la cohésion sociale. Des recommandations sont formulées au cours de chaque session par le jury d'honneur. Le suivi de leur application est assuré par le médiateur de la République. Les missions de l'EID sont celles fixées par la loi. Conformément au règlement intérieur de l'EID, 6 mois avant la tenue de la session, le médiateur de la République informe le public par les moyens de communication appropriés sur les objectifs et les modalités de participation aux travaux. C'est la raison pour laquelle je m'adresse à vous à travers la présente allocution pour vous informer solennellement du lancement de la campagne de dépôt des interpellations pour la 29e session de l'espace d'interpellation démocratique. Cette campagne d'une durée de 3 mois débutera le 1er juillet et se poursuivra jusqu'au 30 septembre 2025. Le médiateur de la République s'adresse alors directement aux usagers pour donner les informations qui leur permettent d'avoir un meilleur accès à ces services pour saisine. Les dossiers d'interpellation peuvent être déposés soit au siège des services du médiateur de la République à Bamako, situé dans la zone administrative Amdalaï ACI 2000, contigu à la Cour constitutionnelle du Mali et en face de la Caisse malienne de sécurité sociale CMS. Au niveau des délégations territoriales du médiateur de la République, dans les régions de Kaï, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou et Gao, auprès des ambassades ou consulats de la République du Mali dans les pays étrangers. Plusieurs acteurs contribuent au rayonnement de l'EID par leurs différentes contributions. L'intégralité de cette allocution de Mme Sanogo Aminata Malé, c'est après cette édition. Permettez-moi à présent de vous demander toute votre attention sur ce qui va suivre. Nous, on l'appelle ici un cri de cœur. Il a été lancé ce lundi matin par les responsables du centre de prise en charge des maladies cardiaques de l'hôpital Mère-Enfant Luxembourg. Vous avez en exclusivité dans ce journal une opération à cœur ouvert. L'expertise est 100% malienne. Pas de miracle, un savoir-faire de nos médecins qui sont en train de sauver des vies. Mais hélas, cela ne suffit pas. C'est plus de 6 000 enfants qui sont en attente d'une opération pour des malformations au niveau du cœur. Comme pour dire qu'il y a urgence, chacun peut faire quelque chose. Et comment? C'est ce que nous allons savoir avec Awa Adama Koulibaly et Aboubakar Traoré. Mais attention, certaines images peuvent heurter la sensibilité. Suivons ensemble. Au bout d'une heure de préparation, le cœur du petit Alpha cesse de battre. Il sera redémarré quelques heures plus tard, débarrassé des 3 pathologies qui empêchent son bon fonctionnement, à savoir la communication interventriculaire, atriale et une sténose médico-VD, des anomalies diagnostiquées 2 semaines juste après sa naissance.
760, c'est le nombre d'interventions assurées par Dr Baba Ibrahima Diarra et son équipe, dont 54% sont des cardiopathies congénitales complexes. Cette intervention se fait avec une équipe 100% malienne, sans aucune aide. Quelque part, nous, on peut dire que la souveraineté sanitaire au Mali est en marche. Aujourd'hui, nous sommes à près de 800 interventions de ce genre. Quand on les fait chez les adultes, on est obligé de donner des anticoagulants et des médicaments qu'ils sont obligés de prendre à vie. Alors que quand ça se passe chez l'enfant, il grandit avec et l'organisme s'adapte et l'enfant devient un enfant quasi normal. Si des centaines d'enfants sont aujourd'hui hors de danger, des milliers sont en attente, faute de moyens. Malheureusement, le défi reste encore énorme parce qu'il y a plus de 6000 enfants qui sont sur une liste d'attente. Et si rien n'est fait, malheureusement, ces enfants-là vont mourir. L'intervention à cœur fermé coûte 3 millions et à cœur ouvert, ça coûte 4 millions de francs CFA, ce qui n'est pas de l'assiette du Malien moyen. En plus de l'État, PEMU Mali, la Fondation Orange et la Fondation Cham soutiennent régulièrement le centre de chirurgie cardio-pédiatrique, qui est le deuxième centre opérationnel en Afrique après le Sénégal. Alpha Bari a 3 ans et pèse 14 kilos. Dans quelques semaines, il pourra rejoindre le cocon familial. Et sur un tout autre plan, à Ségou, on tient à la 3e édition du programme Frobater. Pour cette édition, 2000 pieds de mangue vont être plantés dans la ville ainsi qu'à Sékoro. La cérémonie de lancement présidée par le ministre de l'Agriculture, Daniel Simon Kélément, est un compte-rendu de Condé Silla. Plantation des pieds de manguier par le ministre de l'Agriculture, celui de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et d'autres personnalités dans la cour de l'université de Ségou et conférence débat sur le thème « La mangue et la sécurité alimentaire ». Le temps de ces journées exclusivement consacrées à la filière mangue a été ainsi donné. Des journées qui s'inscrivent dans le cadre du programme Frobater. Je voudrais vous encourager, chers étudiants, à entretenir ces manguiers que nous venons d'accueillir à l'université de Ségou. J'ai dit accueillir parce que pour moi, ces manguiers sont vivants et donc doivent les demeurer et doivent profiter de votre générosité et votre engagement pour demeurer vivants. Les encouragements sont adressés aux étudiants, mais aussi aux responsables de l'université de Ségou. Le programme Frobater est un programme porté par un spécialiste en nutrition, Dr Aloubari, expert en sciences alimentaires, non moins conférencier, qui a développé les opportunités et autres contraintes de la filière mangue. Et pour l'édition 2025, au total, 2000 pieds de manguiers seront plantés ici à l'université et à Sékoro dans la commune rurale de Ségou. Le Mali, si vous allez à l'extérieur, le Mali est surtout connu à cause de la mangue. Donc ça, c'est notre identité à l'extérieur. Au-delà de l'aspect économique, l'aspect nutritif et l'aspect sécurité alimentaire, il y a le problème du changement climatique. Le changement climatique n'est plus à démontrer aujourd'hui, c'est une réalité que nous vivons. Et je pense que cette initiative peut contribuer significativement à reverdir notre pays. Le ministre de l'Agriculture encourage les initiateurs à promouvoir d'autres espèces comme le néré, le baobab ou la karité, des espèces très utiles mais en voie de disparition. Restons dans la capitale des Balanzans qui renoue avec la lumière, particulièrement de l'énergie propre et durable. Le conseil régional de Ségou vient de bénéficier d'un système d'électrification solaire. Le dispositif a coûté 205 millions de francs CFA, un financement coopération LuxDev. Retrouvons Condé Silla. Installé sur 670 mètres carrés, le système solaire du conseil régional qui vient d'être officiellement mis en service a une puissance de 150 kW crête, avec un onduleur hybride de 150 kW et une capacité de stockage d'énergie de batterie lithium de 387 kWh. Le dispositif a nécessité un investissement de 205 millions de francs CFA, financé par la coopération luxembourgeoise à travers LuxDev.
c'est un projet structurant pour aider le conseil à réaliser toutes les activités sans subir les précipices de coupure d'électricité, donc pour être au service de la communauté de toute la région des Sines. Cérémonial d'inauguration, mais surtout témoignage de reconnaissance. Ce projet n'est pas qu'une simple installation technologique. Il est le symbole tangible de notre ambition collective pour un avenir radieux, plus autonome et surtout plus respecté de notre environnement. Il représente une source d'énergie propre et durable et acceptable pour tous. Je voudrais, au nom des plus hautes autorités de notre pays, remercier le peuple et le gouvernement luxembourgeois pour cet appui concret, cet appui utile et cet appui durable. Une chose est d'acquérir une telle infrastructure, une autre en est l'entretien. C'est pourquoi les interlocuteurs du jour, dont le représentant de l'XDEV, appellent les uns et les autres à s'investir pour la durabilité de la réalisation. L'assurance volontaire pour la culture AVOC fait son chemin. Comme annoncé, elle vient d'être lancée à Mopti et le premier artiste enrôlé, c'était en présence du ministre de l'Artisanat et de la Culture. Suleiman Sidibé et Suleiman Tepsougué nous en parlent. Un rêve qui devient la réalité pour les acteurs culturels de la région de Mopti. En effet, ceux-ci disposent désormais d'un régime spécifique qui s'appelle l'assurance volontaire pour la culture. L'opération d'enrôlement est lancée ce vendredi par la direction régionale de l'INPS en présence du ministre en charge de la culture et de l'artisanat. C'est un sous-produit de l'assurance volontaire. Ils ont mis en œuvre les moyens pour subventionner le secteur de l'artisanat, de la culture et de l'industrie hôtelière. C'est un volet qui permet de réduire les cotisations pour la population de ce secteur. Donc ils payent moins. Si tu prends l'assurance volontaire, c'est chaque 3 mois qu'on paye 29 500 et ils payent 14 250. Cette initiative conjointe du département de la culture et celui de la santé et du développement social est la concrétisation de la volonté présidentielle de protéger et d'aider tous les Maliens. Cette initiative découle de la lettre de cadrage du président de la transition, son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta. Vous savez, la transition, depuis le départ, est engagée pour sortir les secteurs de la précarité. C'est dans cette vision et cette volonté de protéger l'ensemble des acteurs de la culture, de l'artisanat et du tourisme, en partenariat avec le ministère de la Santé et du Développement social et le ministère de l'Artisanat et de la culture. Nous sommes donné la main à travers la direction générale de l'INPS du Mali, qui a bien voulu être à notre écoute pour nous proposer un système de solidarité, un projet de protection spécifique et spécial au secteur de la culture, en nous donnant des avantages exceptionnels, non seulement avec le montant de la cotisation qui a baissé de moitié, mais aussi la manière de payer, la flexibilité, mais aussi même l'âge d'inscription. Donc, toutes choses qui cadrent bien avec le travailleur de la culture et du tourisme et de l'artisanat. L'opération concerne chaque année 1 million de bénéficiaires au dire du ministre d'Affaires. Agenda bien dense pour le ministre de l'Artisanat et de la Culture dans la Venise malienne. Mahmoud Affé et son collègue en charge de la réconciliation, le général de corps d'armée Ismaël Ouagué, ont présidé la fin de la 3e édition de la semaine artistique et culturelle de Mopti. L'événement marqué par plusieurs activités, notamment une compétition interquartier à travers 6 numéros artistiques, a été remporté par le quartier Bougoufié. Boubacar Sankari, Djakalia Traori, correspondance. Les lampions se sont éteints sur la semaine artistique et culturelle de Mopti. Cette 3e édition aura été exceptionnelle tant du point de vue organisationnel que par l'expression des talents artistiques. Ainsi, à l'issue des compétitions interquartiers en solo, pièces de théâtre, ballet à thème, chœur, c'est Bougoufié qui remporte la première place, suivi de Gangal et Komogol 2. Le fait marquant de cette activité, c'est surtout la résilience de cette population
qui a porté ces projets. Parce que le projet, il est communautaire d'abord dans un premier temps. Et on les sent aussi à travers toutes ces mobilisations autour de l'ensemble des activités. Pour nous aujourd'hui, un événement annuel pour le développement de la commune. Et il est à renforcer davantage. Et ce que nous pourrons dire une fois de plus, c'est de demander aux plus autres autorités de renforcer cette cohésion sociale à partir de la semaine culturelle. Autre activité menée au cours de ce festival, le défilé de mode en tenue traditionnelle Kassa. Des concerts géants, des foires et des caravanes de sensibilisation. Je voudrais dire à la population de Mopti, aux légitimités traditionnelles, que ce festival-là a été un niveau de professionnalisme et d'implication et d'appropriation par les populations de façon la plus éloquente. Donc nous pouvons dire, sans se tromper, que tout ceci augure un bel avenir pour la région de Mopti, pour le Mali et pour l'AES. Des cadeaux et des attestations de reconnaissance ont été décernés aux chefs de quartier et à certaines personnalités. 92 millions de francs CFA pour les travaux de consolidation des digues et des plaines rizicoles de Tombouctou, les cris de cœur émis par le chef de l'exécutif régional pour la réussite de la campagne agricole 2025-2026 a été entendu. Ces travaux entièrement financés par l'Union européenne, la BMZ et la FAO vont redonner le sourire aux exploitants qui ont pratiquement eu une campagne 2024 sans récolte occasionnée par des inondations. Nadim Babasissé, Mahmoudou Askoufari. C'est parti pour les travaux de consolidation des plaines rizicoles d'Amadja, Koriomé et Daï, fortement impactés par les inondations de 2024, occasionnant une campagne agricole cauchemardesque pour les exploitants rizicoles qui n'ont pas pu sauver leur culture. En vue de réussir la campagne agricole 2025-2026, le chef de l'exécutif régional avait lancé un cri de cœur aux partenaires humanitaires. Un appel favorablement répondu par le Programme alimentaire mondial, la FAO et WHH avec un projet conjoint de consolidation des dites plaines. La FAO et ses partenaires techniques et financiers ont décidé d'accompagner la région de Tombouctou à travers le projet d'urgence intitulé « Assistance d'urgence au profit de 1025 ménages vulnérables » affectés par l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région de Tombouctou. Il s'agit de l'exécution des travaux de consolidation des actifs de production rizicole des plaines de Amadja, Koriomé et Daï à travers des activités de cash forward. Ces travaux supervisés par les services techniques de l'État, notamment les directions régionales du génie rural et de l'agriculture, seront exécutés en haute intensité de main-d'œuvre par les exploitants eux-mêmes sur 24 jours. Sur les visages, l'espoir renaît déjà. On est à notre deuxième année d'inondation. Donc nos bras valides ont tout perdu. Et voilà aujourd'hui que vraiment l'espoir vient de naître avec nos grands partenaires qui ont tout donné pour nous. À chaque fois qu'on a des problèmes, ils sont à nos côtés. Vraiment aujourd'hui, on est très très satisfaits. Ces travaux seront axés sur plusieurs niveaux, à savoir le renforcement de la digue d'une longueur de 1400 mètres lunaires avec colmatage des brèches et du canal principal affecté, entre autres. C'est à des niveaux. C'est à travers des engins, notamment des pelles, de compacteurs, de gradeurs, vraiment des citernes pour le compactage. Donc en plus de ça, à côté, il y a aussi des travaux à l'intérieur de la plaine. Tout en saluant les partenaires humanitaires pour leur mobilisation, le représentant du gouverneur lance un appel aux populations riveraines ainsi qu'aux exploitants. À l'ensemble de ces populations riveraines de dégager les zones à risque. Et dire aussi également aux producteurs que les partenaires ont voulu nous accompagner. Donc elles doivent être mobilisées parce qu'elles sont les premières bénéficiaires. Elles doivent être mobilisées pour que vraiment ces activités soient bien réalisées pour leur bonheur. L'enveloppe globale allouée à ces travaux est de plus de 90 millions de francs CFA, dont 70 millions pour le volet PAM et 22 millions pour le volet de la FAO. Ces travaux de consolidation, dont le but principal est de réussir la campagne 2025-2026, s'effectuent en prélude aux grands travaux d'aménagement de l'État prévus dans un bref délai.
Première session du comité de pilotage de la deuxième phase du programme de développement de l'irrigation dans le bassin du Bani à Séléngué. Les acteurs chargés de la mise en œuvre sont en conclave à Banankoroni, oui c'est bien ça, compte rendu Fadimba Keïta. Suite logique de la première, la phase 2 du programme de développement de l'irrigation dans le bassin du Bani et à Séléngué, PDIBS, doit contribuer à l'accroissement de la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté, spécifiquement dans les zones respectives de Djéné, Bla, San et de Séléngué. Comment consolider les acquis de la première phase tout en répondant efficacement aux effets du changement climatique et la stratégie dégagée dans les documents soumis à l'appréciation des participants présents à cette première session du comité de pilotage du PDIBS phase 2. Pour la deuxième phase, les activités sont déjà identifiées, de mettre en place les grandes infrastructures d'irrigation, ce qui a été fait essentiellement au niveau de la zone de Séléngué. Le barrage de Kourouba a été érigé. Dans la zone de Djéné, le seuil de Djéné a été érigé. Et dans la zone de Blassan, la zone de Talo a été renforcée. La deuxième phase a pour mission maintenant de mettre en valeur le potentiel mis en évidence par ces trois zones, par ces trois seuils dans ces zones. Il sera donc soumis à votre appréciation au cours de la présente session. Les documents ci-après, la présentation des acquis de la première phase du PDIBS, la présentation de la deuxième phase du PDIBS, l'examen et approbation du PTBA pour les activités de l'année 2025. Après, il y aura des questions diverses. Pour l'atteinte des objectifs, les chargés de la mise en œuvre doivent se servir des acquis de la première phase tout en cherchant des pistes de solutions aux difficultés rencontrées. Il me paraît opportun de faire un rappel rétrospectif des résultats atteints par la première phase. Je cite, la construction des seuils de Kourouba et de Djéné qui sont en ce moment fonctionnels, les aménagements hydro-agricoles réalisés totalisant 36 501 hectares sur une prévision de 24 000 hectares. Les productions additionnelles induites sont estimées à 61 085 tonnes de riz paddy, 1 975 tonnes de poissons, 7 657 tonnes de légumes et 701 140 litres de lait. Au titre de l'année 2025, le coût des activités est estimé à plus de 7 milliards 915 millions de francs CFA. Le fonctionnement est chiffré à 16,42%. Golden Days Sanou Mousso tient sa première édition. Sanou Mousso est un événement qui récompense les femmes engagées dans la promotion du secteur minier. Youssouf Diakité et Abdoulaye Samaké étaient sur place. Les Golden Days, une initiative de l'agence Futurcom Planet qui distingue ici les femmes engagées pour la promotion du secteur minier au Mali. Les organisateurs ont conceptualisé l'événement comme Sanou Mousso, Femmes en or. Ces femmes, la dizaine environ, qui reçoivent ici les distinctions à la faveur de ces cocktails sont majoritairement ingénieurs géologues, chefs d'entreprise minière, administratrices ou gestionnaires des ressources humaines. Un dur labeur, le travail acharné, la persévérance, la résilience, mais surtout le soutien de mes frères et sœurs. Être dans le secteur minier, surtout un secteur dominé par la gente masculine, n'est pas facile. Mais se retrouver en famille, entouré d'hommes, de ces guerriers-là qui mettent en valeur la gente féminine, qui essaient de soutenir les femmes, est un atout pour nous. Ça fait plus de 40 ans que je suis dans le secteur minier. J'ai gravi pratiquement tous les échelons. Je suis ingénieur informaticien. Oui, les femmes sont à l'honneur puisque les femmes sont pratiquement oubliées dans ce secteur. Les gens disent que c'est uniquement les hommes qui travaillent, mais il y a des femmes qui font marcher ce secteur. Nous sommes en train de travailler pour le pays, favoriser le développement du secteur minier et faire la promotion, entre autres, des énergies renouvelables. Donc pour nous, c'était une opportunité pour présenter un peu ce qu'on fait pour développer, pour accompagner les communautés à la base et montrer un peu qu'avec peu de moyens, nous pouvons aider à un développement durable dans le Mali.
Il s'agit d'ensoleiller ces femmes battantes engagées quotidiennement pour le développement multidimensionnel du secteur minier. Aujourd'hui, c'était la première édition, donc le gala avec la remise des récompenses, et il y a beaucoup d'initiatives dans ce sens qui arrivent. Il y avait plus de 10 catégories, ressources humaines. Donc on a essayé vraiment de diversifier au maximum, et c'est pas tout, parce que dans les autres éditions, il y a d'autres catégories qui vont être primées aussi. Mais ce soir, en plus de celle-ci, il y avait aussi des prix honorifiques à des grandes dames, des pionnières qui sont là depuis 10-15 ans. Dans ce secteur-là, on a réussi à mettre en avant aussi. Les différents intervenants ont saisi l'opportunité pour remercier les organisateurs, surtout d'avoir pensé aux femmes pour cette première édition de Sanou Mosso, 6e des Golden Days. Amplifier le pouvoir des femmes dans le secteur économique, voilà un autre programme qui s'y attelle. Il s'appelle Elever de Ecobank. Il est la suite d'une première phase qui a comblé les attentes de l'institution financière. Ecobank se veut un levier de développement en faveur de l'autonomisation des femmes. Et c'est là à travers le financement des activités génératrices de revenus. Boubacar Bablé-Touré pour plus de précisions. Ecobank dans une dynamique d'autonomisation des femmes entrepreneurs à travers son programme Élevé. Après une première phase 1.0 réussie, c'est au tour de la deuxième phase 2.0. Démarrée en 2020, Élevé 1.0 a enregistré près de 1000 clientes accompagnées. Coût du financement, près de 5,5 milliards de francs CFA. Des résultats encourageants qui ont motivé l'institution financière à lancer une deuxième phase. Nous, à Ecobank, au sein du groupe Ecobank, nous avons compris le volet genre, le volet diversité, le volet inclusion n'est pas juste quelque chose qu'on dit, puisque nous avons remarqué très tôt, c'est une source d'avantages compétitifs. Je voudrais exprimer ma gratitude à Ecobank pour son soutien et son engagement envers les initiatives économiques et sociales au Mali. Le programme Elever 2 est un exemple brillant et séduisant de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous unissons nos forces. Cette deuxième phase vient renforcer les acquis de la première à travers l'accès au financement des femmes sans garantie dans la limite approuvée par la filiale, élargie à une formation. C'est là dans des domaines comme le commerce, la transformation, le maraîchage, pour ne citer que ceci. Notre objectif est de faire d'Elever2 un outil innovant et structurant, contribuant à modifier les règles du jeu de l'accès au crédit en faveur des femmes, en vue d'appuyer, d'accompagner et surtout de faire éclore une nouvelle génération de femmes, chefs d'entreprise, résilientes, autonomes, créatrices de richesse et d'emploi et contributrices nettes à l'économie nationale dans un cadre formel. Toute action visant la promotion des intérêts des femmes est en parfaite cohérence avec les orientations stratégiques du département de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, dont l'autonomisation économique constitue l'un des axes d'intervention prioritaires. Un panel sur le thème « Booster l'entrepreneuriat féminin à travers le programme Élevé », la projection de vidéos sur des modèles de réussite grâce au programme Élevé 1.0 ont constitué le point d'orgue de la cérémonie de lancement. Pré-lancement du Salon international des littératures. On apprend que le salon se tiendra à Bamako du 28 au 30 novembre 2025. L'initiative est de l'Association des écrivains du Mali et de sa diaspora. Migration et littérature sera le thème de cette édition, nous fait savoir Youssouf Diakité. Le Mali a une mémoire et cette mémoire est littéraire. C'est cette phrase du jeune écrivain Abdul Karim Sissé qui a attiré l'attention de l'audience à l'ouverture du pré-lancement de la première édition du Salon international des littératures. Le Silman est donc prévu du 28 au 30 novembre 2025 à Bamako. L'idée est de l'Association des écrivains du Mali et de sa diaspora. L'Association des écrivains du Mali et sa diaspora, que nous avons créé tout juste il y a un peu plus d'une année, se veut un vecteur pour valoriser réellement la littérature malienne dans sa diversité orale ou écrite.
c'est également la belle occasion de faire connaître notre littérature au reste du monde. À cette première édition du Silman prendront part les délégués venus de presque toutes les régions du Mali. Ce salon qui s'annonce comme un rendez-vous incontournable de la scène littéraire, il sera un lieu d'échange, de découverte et de dialogue. La Fédération des artistes du Mali a particulièrement apprécié l'idée de ce salon de littérature. Ce salon, dit-elle, est une tribune d'expression plurielle qui dévoile toutes les difficultés que vivent les artistes au quotidien. Nous sommes arrivés à la conception de l'assurance volontaire. C'est le lieu pour moi d'inviter tous les écrivains à aller s'enrôler auprès de l'Institut national de prévoyance sociale pour bénéficier donc de la retraite. Le salon de littérature est également un espace pour la promotion des jeunes écrivains surtout. Moi, un jeune garçon venu des mots, élevé par les livres, guidé par les voix des anciens et bercé par le silence de l'Afrique. Être ici, parmi tant de plumes brillantes, de penseurs et de conteurs, c'est un rêve devenu réalité. Dans la première constitution du Manding, la charte du Kouroukan Fouga, elle a été ministre. Elle a pris une part active aux guerres. Elle a été ambassadrice et pionnière. La femme de nos jours reste socialement active. Le Mali et le Maroc partagent presque le même registre en termes de promotion culturelle. C'est pourquoi le royaume chérifien a accepté le parrainage d'invités spéciaux. Le Mali et le Maroc partagent un partenariat culturel aujourd'hui, dense et riche. Cette année, décrétée d'ailleurs année de la culture au Mali par M. le président général d'armée Assimi Goïta, a été marquée par une contribution marocaine dans tous les domaines. Migration et littérature, c'est la thématique qui sera développée tout au long du salon, un thème qui cadre avec les objectifs du ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine. Le thème de cette année, littérature et migration, est d'une pertinence remarquable. Il interpelle chacun de nous, et en particulier les acteurs du monde littéraire, à jouer pleinement leur rôle dans la promotion d'une migration plus sûre et plus profitable pour notre pays. Retenez la date du 28 au 30 novembre 2025 pour la fête de la connaissance à travers le Salon international de littérature. Oui, le rendez-vous est pris. En attendant novembre où le choix sera encore plus dense, plus large, je vous présente Parcours atypique d'un médecin malien. C'est le titre du nouvel ouvrage du docteur Daouda Malé. Le livre est une autobiographie car il retrace le parcours du médecin spécialisé en santé publique. La présentation de l'œuvre éditée par la Sahélienne, c'était à la faveur d'une cérémonie qui a regroupé plusieurs personnalités et acteurs de la santé ainsi que les amateurs de lecture, nous précise Mariam Koulibaly. Comme on le dit, celui qui a planté un arbre de son vivant n'a pas vécu inutile. C'est un dicton qui reste valable pour celui qui écrit également un livre. Et c'est ce qui vient d'être prouvé par Dr Daouda Malé à travers ses livres mémoires intitulés « Parcours atypique d'un médecin malien ». Le livre, c'est pour un peu partager mon expérience, pour que je puisse partager les bonnes pratiques, les mésaventures aussi que j'ai eues. L'ouvrage est un récit personnel qui aborde le parcours de l'auteur depuis son Koutiala natal jusqu'au bureau de Bill Gates à Seattle aux États-Unis. Par-delà, le livre de 261 pages, réparti en 25 chapitres, aborde plusieurs thématiques. Il fait aussi partie des gens dont la trajectoire inspire le respect. Parce qu'il a non seulement fait un travail de qualité sur le terrain à Douanzao et ailleurs, au Mali à Mopti, dans des ONG nationales ici ou internationales ici, mais à l'international, il a fait un travail de développement. Ce livre, c'est son parcours, c'est son expérience, c'est à capitaliser.
Et ça nous permet vraiment de nous replonger dans le Mali de son enfance, d'aujourd'hui. Et puis je pense que c'est aussi un bel héritage pour les jeunes générations. La cérémonie regroupant plusieurs personnalités a été marquée par des témoignages sur la persévérance, le professionnalisme et l'humanisme de l'auteur, ainsi que la vente et dédicace sur place d'Idi ouvrage. À Niamey, cérémonie de clôture du premier forum de la jeunesse. Aminata Dangalou et Philippe Tchaou, reportage. Après des jours d'échanges intenses, de partage d'expériences et de réflexion collective, la première édition du Forum de la jeunesse de l'Alliance des États du Sahel a officiellement pris fin ce samedi à Niamey. Placé sous le haut patronage du Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, cet événement qui a réuni des centaines de jeunes venus du Burkina Faso, du Mali, du Niger et des pays amis, le Tchad et le Togo, a répondu à toutes les attentes. De l'AES adresse leurs sincères remerciements aux autorités du Niger pour l'accueil chaleureux, empreint de fraternité et d'amitié, principe cher aux dirigeants de la Confédération de l'AES. Ils adressent une motion spéciale de remerciement et de reconnaissance au ministre nigérien de la Jeunesse et des Sports, M. Sidi Mohamed, et ses collaborateurs pour son engagement sans faille à la réussite de nos assises. Dans une ambiance à la fois solennelle et fraternelle, la cérémonie de clôture a été marquée par la lecture d'une déclaration dite de Niamey où les jeunes de l'AES s'engagent à s'impliquer dans la construction de leur espace commun. Les conseils nationaux de jeunesse décident la mise en place d'une coordination des conseils nationaux de jeunesse de l'AES, l'institutionnalisation du forum des jeunes de l'AES pour en faire un organe de la Confédération de l'AES, la mise en place d'un fonds d'appui à l'innovation et à l'entrepreneuriat des jeunes de l'AES, le renforcement des capacités institutionnelles et opérationnelles des conseils nationaux de jeunesse de l'AES, la mise en place d'un programme de renforcement des capacités d'orientation des jeunes de l'AES, la mise en place d'un programme d'insertion et réinsertion des adolescents et jeunes victimes de conflits dans l'espace AES, la mise en place d'un projet d'autonomisation des jeunes femmes dans l'espace AES, la mise en place d'un programme de volontariat régional pour le développement de l'espace AES, l'intégration des représentants des jeunes au niveau des commissions nationales pour l'opérationnalisation de la Confédération de l'AES, la création d'un centre d'excellence universitaire de l'AES. À cet effet, les travaux du sommet des adolescents et des jeunes qui se tiendra à Bamako, au Mali, du 1er au 3 juillet 2025, porteront essentiellement sur les mécanismes de mise en œuvre de ces actions majeures citées. L'espace confédéral de l'AES fait face à un défi majeur, l'insertion socio-économique des milliers de jeunes, diplômés et non, qui aspirent à une vie digne, à une place active dans la société. C'est pour répondre à ces défis que les gouvernements de nos 3 États ont fait de la jeunesse une priorité et intégré les perspectives des jeunes dans les politiques publiques. La clôture de ce forum de la jeunesse de l'Alliance des États du Sahel a été sanctionnée par la signature de déclarations de Niamey par les présidents des conseils régionaux de l'AES. Cérémonie officielle de présentation au drapeau de 500 soldats issus de l'école nationale de sapeurs-pompiers basée à Bobo-Dioulasso. Reportage Kassoum Milego, Salam Dabal. 500 recrues
dont 31 filles du contingent 2024 de la première promotion de la formation initiale FMI de l'École nationale de sapeurs-pompiers sont ici présentées au drapeau. Cette formation avait pour but d'inculquer à ces jeunes hommes et filles d'abord l'ordre et la discipline, ensuite les connaissances militaires et élémentaires, l'esprit patriotique et pour couronner enfin par le renforcement de leur amour pour la patrie. Au terme des 4 mois de formation, ils ont réalisé un taux de réussite de 100% avec 16,07 sur 20 pour la moyenne la plus forte et 12,00 sur 20 pour la plus faible et la moyenne de la classe étant de 13,50 sur 20. Ces connaissances, ces soldats comptent les mettre en œuvre sur le terrain dans ce contexte de lutte contre le terrorisme. Concernant la mise en œuvre sur le terrain, nous avons appris des connaissances qui nous permettra de défendre l'intégrité du territoire de notre très cher pays, le Burkina Faso. Ils sont des soldats de l'armée burkinabé et comme tels, ils sont prêts à servir partout où le devoir les appellera. Ils pourront donc tenir des emplois au sein des unités de sapeurs-pompiers et même à partir de cette position-là, ils seront désignés comme leurs dévanciers à pouvoir lutter pour la reconquête du territoire, pour la défense de l'intégrité de notre patrie. Créée le 15 septembre 1995, l'École nationale de sapeurs-pompiers a pour, entre autres missions, la formation initiale de base de sapeurs-pompiers, la formation des personnels des établissements publics, privés et militaires et la distribution des secours en soutien à la 2e compagnie d'incendie et de secours. Elle a comme devise « S'instruire pour sauver ». Le réseau des organisations pour une citoyenneté participative est à Ouagadougou, au Burkina Faso, où il participe à la 2e édition du salon Vitrine F. Ce salon vise à promouvoir l'innovation, le leadership et l'entrepreneuriat féminin. Suivant le reportage de nos confrères de la RTB. À l'occasion de la 2e édition de la Vitrine F, un événement d'envergure organisé en hommage aux femmes, tenu à Ouagadougou, au Burkina Faso, le Mali a été dignement représenté par le réseau des organisations pour une citoyenneté participative, ROCP. Conduite par Mme Katile Adjaratou Sen, la délégation malienne, forte et engagée, a activement pris part aux activités majeures de cette édition, parmi lesquelles des conférences débats sur le leadership féminin, des panels sur l'autonomisation économique des femmes, des échanges sur les violences basées sur le genre et une exposition mettant en valeur les produits locaux transformés. Fidèle à sa vision de valoriser l'économie informelle et de renforcer l'autonomie financière des femmes, Mme Katile Adjaratou Sen a également procédé à l'installation officielle du bureau exécutif du ROCP au Burkina Faso, marquant ainsi une nouvelle étape dans le rayonnement du réseau dans la sous-région. Et on en vient à Focus Santé de ce lundi. Il parle des causes et complications des grossesses multiples. Koumba Sissé se penche ce soir sur la grossesse gémellaire. Beaucoup de femmes désirent des jumeaux, des triplés ou plus. La grossesse de ce type, on le sait, peut être héréditaire ou obtenue par procréation médicalement assistée, PMA. Cependant, le taux élevé d'accouchement de ces grossesses multiples le plus souvent est par césarienne par rapport à celui de la voie naturelle. D'où souvent certaines complications sur le pronostic vital de la femme ou des bébés. Koumba Sissé ou Marca Traoré pour d'autres explications. Première grossesse, un triplé. La famille Sissoko est heureuse de recevoir chez elle la naissance de 3 bébés. Leur maman, âgée de 24 ans, se porte bien. Je n'ai pas de mots. Mon mari et moi, nous sommes très contents. Je mangeais toutes sortes de nourriture. Je n'ai pas eu de problème particulier, à part l'œdème au niveau de mes pieds. Je remercie beaucoup Dr Kelepili pour son accompagnement. Avoir une grossesse gémellaire, trimellaire, quadruplée ou même plus est souvent héréditaire. Avec le développement de la technologie, il y a d'autres possibilités pour avoir une grossesse multiple.
Nous savons que les grossesses multiples, généralement, c'est des grossesses qui relèvent un peu de la procréation médicalement assistée. Mais à cela s'ajoutent également les facteurs de risque. C'est-à-dire le risque familial héréditaire, les femmes qui ont des jumeaux dans la famille. Et également, on a remarqué que les femmes, c'est-à-dire plus âgées, font plus de grossesses jumellaires. Et également, nous avons remarqué que les femmes qui ont fait beaucoup d'enfants aussi ont plus de chances d'avoir une grossesse jumellaire. La grossesse multiple est diagnostiquée à travers une échographie et ces signes sont différents de ceux de la grossesse mono-embryonnaire. C'est des femmes qui sont peinées par le poids du ventre, c'est des femmes qui sont gênées, des femmes qui ne dorment pas bien, des femmes qui vomissent beaucoup plus. Ce qu'on appelle signes sympathiques, c'est-à-dire les vomissements, les nausées chez les femmes enceintes sont également exagérés. Et également, chez ces femmes-là, elles dorment très mal, elles sont anxieuses. Toute grossesse doit être suivie et l'accent est encore mis sur la grossesse multiple. On doit mettre en place tout un mécanisme d'accompagnement, de suivi de cette grossesse-là. Et nous conseillons vraiment de faire une échographie très tôt, parce que c'est en ce moment qu'on peut mieux voir le nombre de sacs, le nombre de fœtus, le nombre de placenta. C'est des échographies beaucoup plus régulières. Il faut un suivi rapproché clinique. Il y a beaucoup de risques. Il y a les risques d'abord liés à d'autres pathologies qui peuvent être associées à la grossesse, qui surviennent plus fréquemment si c'est une grossesse jumellaire. L'hypertension artérielle, le diabète, l'anémie. Mais à côté de ça, il y a le côté psychologique, voilà. Et le côté asthénie physique de la femme, la fatigue physique qui fait que cette femme-là, elle a besoin non seulement d'un accompagnement, c'est-à-dire sur le plan clinique, mais également un accompagnement psychologique. Quant à l'accouchement, elle peut être la césarienne ou peut se faire par la voie naturelle. Mais selon les études, le taux de la césarienne est le plus élevé car elle permet d'éviter certaines complications pour sauver la vie de la maman et celle des bébés. Si vous avez une grossesse multiple avec un seul placenta, ça veut dire que les cordons de tous ces bébés-là viennent affairer vers un seul placenta. C'est dans ce cas que nous avons effectivement les risques de syndrome de transfuseur transfusé, c'est-à-dire il y a un bébé qui s'arrose une bonne partie du sang en laissant pour compte l'autre bébé. Et généralement, à l'échographie, on va voir que le second bébé qui est en train de perdre du poids, en train de faire ce qu'on appelle un retard de croissance intra-utérine et qui va finir, chez lequel finalement on est obligé de procéder à une prise en charge rapide partielle pour éviter que l'enfant ne succombe dès qu'on atteint le terme de maturité, le terme de viabilité. Au moment de l'accouchement, il peut y avoir un accrochage entre les bébés qui fait que donc pendant l'accouchement, il y a l'autre bébé qui peut retenir le premier bébé en haut, donc un accouchement qui devient impossible. Donc ça c'est des complications très graves sur le plan obstétrique. La grossesse multiple peut provoquer un accouchement prématuré ou la naissance des bébés de petit poids. De toute façon, après l'accouchement, les bébés et leur maman doivent être suivis sur le plan médical pour une période bien déterminée. Voilà, courage à toutes les mamans. Merci Koumba. Sur ce prend fin ce journal. Je vous rappelle que le Premier ministre représente le président de la transition à la 4e conférence internationale sur le financement du développement en Espagne. Le général de division Abdoulaye Maïga, dans son adresse, a plaidé pour des réformes des institutions financières internationales. La conférence s'étend jusqu'au 3 juillet prochain. Le Premier ministre est accompagné d'une délégation forte de 3 membres du gouvernement. Demain mardi, je serai là à 20h. Je l'espère. Grand merci à nos téléspectateurs de Séville, Madrid, Valence et de Barcelone. Bonsoir à tous.